Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Expression du corps interne. Collection Arts et sciences de l'art. Dirigée par Costine Miereanu. Interface pluridisciplinaire, cette collection d'ouvrages, coordonnée avec une publication périodique sous forme de cahier, est un programme scientifique de l'Institut d'esthétique des arts et technologies, IDEAT, formation de recherche du CNRS, de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de la Culture et de la Communication, FRE 3307. Institut d'esthétique des arts et technologies IDEAT. FRE 3307 CNRS, Université Paris 1. 47, rue des Bergers 75 015 Paris. Tel. 01 44 07 84 65 Email, acelier@univ-paris1.fr Copyright. IDEAT CNRS Université Paris 1 L'Harmattan, 2011. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978-2-296-54-679-0. EAN 9 782 296 546 790. Hélène Singer. Expression du corps interne. La voix, la performance et le champ plastique. L'Harmattan. Couverture, Jean-Pierre Dubois Copyright. À mon père. Avant-propos. Cet ouvrage reprend en partie la thèse en art plastique de l'auteur, préparée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction de monsieur le professeur Jacques Cohen, et soutenue publiquement en décembre 2005. En prenant appui sur une approche expérimentale de la voix et de l'acte artistique, il consiste en un essai de définition de deux notions inédites, le champ plastique et le corps interne. C'est au travers de l'analyse de sa pratique artistique, le champ plastique, que l'auteur-artiste part à la découverte de ce corps énigmatique. Et c'est à partir du corps interne qu'elle se lance dans l'action performative. Elle met ainsi sa pratique plastique personnelle en corrélation avec une réflexion théorique et établit un dialogue entre ses œuvres et celles d'autres artistes, entre son approche intellectuelle et la pensée de philosophes, artistes, anthropologues. Comme l'exige la discipline des arts plastiques, le travail artistique et le discours éthique se répondent, plus encore ils sont générés l'un par l'autre. Aussi le lecteur ne s'étonnera-t-il pas du changement de pronom personnel tout au long de l'ouvrage. Le « nous », pluriel de majesté, sera utilisé dans le développement réflexif, et l'auteur-artiste passera au jeu, lorsqu'elle se fera narrateur de sa propre création artistique. Des différences typographiques visualiseront ce jeu linguistique. Fondé sur la pratique de la performance, ce texte interroge la représentation du corps, du geste vocal au mouvement corporel, de l'apparence à l'organique. S'inscrivant dans un champ pluridisciplinaire qui associe art visuel et performance vocale, chant lyrique et rock, ou encore rituel sacré et spectacle artistique, il tend enfin à résoudre les questions. Qu'est-ce que le corps interne? Quelles sont ses expressions? Parcours bruyant à la croisée du son et de l'image, où la voix pourrait peut-être manifester ce qui échappe à la vue. Introduction. Cet essai porte un titre sibyllin, Expression du corps interne. Il est justement conçu comme un parcours qui tend à clarifier ce titre. Ce processus explicatif prend lui-même racine dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'analyse d'œuvres plastiques personnelles, qui prennent la forme de performances vocales. Celle-ci consiste à produire vocalement une matière sonore qui se situe au croisement du cri et du chant, devant un public ou seul devant une caméra. L'auteur-artiste nomme cette création visuelle et vocale le champ plastique. Elle tente ainsi, lors des performances, d'exprimer le corps interne par la voix. Il semble donc que l'expérience corporelle soit utilisée pour partir à la quête d'une notion apparemment théorique, mais avant tout, le corps interne est un pressentiment indissociable de l'expérience artistique. Ce n'est pas un concept préalable que l'auteur-artiste tente d'illustrer artistiquement, mais une intuition créatrice pulsionnelle,
une sensation et un tremplin qu'elle utilise pour se lancer dans la performance. Le corps interne a priori s'oppose au corps externe. Ce dernier renverrait à l'extérieur du corps, à son apparence, c'est le corps que l'autre voit. De nombreux plasticiens utilisent les actions directes ou les avancées techniques pour transformer leur aspect. Des performeurs de l'extrême, tels Lucas Zedpira qui pratique le piercing et se transperce la peau avec des crochets auxquels il se suspend ensuite, cherchent, par une métamorphose, à dépasser leur corps biologique. Orlan opère une mutation de son visage par actes chirurgicaux répétés, puis propose des self-hybridations, morphings de son visage avec des sculptures précolombiennes, amérindiennes ou africaines. Matthew Barney se transforme en être hybride grâce à des déguisements fantastiques et des prothèses. Leur pratique artistique porte sur la partie visible, externe du corps. Le corps interne dans cette logique correspondrait à l'intracorpus, au sous-carné. Il serait cette masse organique, obscure, invisible, que de nombreux artistes ont tenté de percevoir, en ouvrant l'enveloppe charnelle pour voir ce qu'il y a dedans. Georges Didier Huberman écrit ainsi à propos de Léonard de Vinci que ce qui le fascine d'abord dans le crâne humain, c'est ce qu'il nomme son côté interne. C'est la cavité des orbites, avec sa profondeur dissimulée d'eux. Le corps interne serait une zone dissimulée, invisible et donc fascinante. Comment séparer cependant les corps internes et externes ? Ils sont indissociables et ne font qu'un pour former l'organisme. Ils ne sont en aucun cas antinomiques. Ce qui les opposerait serait donc le fait d'être ou non visibles. Le contraire du corps interne serait peut-être, plutôt que le corps externe, le corps visible. Le plasticien Jean Fabre s'intéresse lui aussi à l'intracorpus, sans pourtant chercher à le voir ou à le représenter. Il ne tente pas de percer le corps pour en découvrir l'intérieur, mais utilise comme matériau de création les liquides ou matières produites par le corps et expulsées au dehors. Dans ces spectacles vivants apparaissent les humeurs corporelles, telles que l'urine, la salive, le sang. Au-delà de la provocation, Jean Fabre veut, en faisant uriner des femmes sur scène, revaloriser ces matières souvent considérées comme des déchets répulsifs. Cette remise en question du dégoût qu'inspirent généralement les sécrétions organiques est déjà au cœur de l'installation Precious Liquids, 1992, de Louise Bourgeois. Un cylindre en bois dans lequel le spectateur est invité à entrer contient des ballons de verre qui décantent de précieux liquides coulant dans des tuyaux jusqu'au centre d'un lit. Le sang, le lait, le sperme et les larmes, au-delà de simples matières premières, sont pour Louise Bourgeois indissociables des émotions qui les font naître, comme la peur, la joie, la jouissance, la souffrance. Ces reflux organiques sont précieux, en ce qu'ils témoignent de la sensibilité humaine. Ces humeurs ne pourraient-elles pas être considérées comme des expressions du corps interne ? Il s'agit en effet de matières expulsées du corps organique. Exprimer signifie d'abord presser sur quelque chose pour en faire sortir ce qui se trouvait à l'intérieur. 3. Dans cette logique, les expressions seraient les déchets projetés hors du corps interne par pression sur ce dernier. Le champ plastique, par lequel l'auteur-artiste tente d'exprimer le corps interne, est-il à comprendre comme une déjection vocale ? Il s'apparenterait alors au cri organique d'Antonin Artaud, qui voulait rendre des textes, c'est-à-dire les vomir, les cracher, les expulser comme des déchets. Quelle serait alors la spécificité du chant plastique ? À la croisée du cri et du chant, il se situe hors du langage verbal, il abandonne les mots et l'articulation du langage. Le travail vocal met en lumière et cultive la plasticité de la voix, cette matière sonore malléable que le chanteur peut modeler à son gré. Mais au contraire du chant lyrique, le chant plastique présente un caractère improvisé, pulsionnel et sauvage, jusqu'à parfois évoquer des transes vocales. Ce hors-chant renvoie à l'esthétique rock ainsi qu'au processus d'extase développé dans certains rituels, notamment chamaniques. Dans le cadre des arts plastiques, il s'agit de jouer avec les frontières entre la théâtralité du rituel et celle de la performance, entre le théâtre vécu, terme de Michel Léris, et le théâtre joué, entre la croyance et le mensonge, la transe et la simulation, le cultuel et le culturel. Le corps interne ne correspond pas uniquement à un intérieur organique. Quel est donc ce corps, au-delà du fait qu'il soit invisible ? Moteur de création, il semble échapper à toute définition close, définitive. Il ne se découvre que graduellement, au travers de l'analyse et de la production de performances vocales. Sa quête nous permet surtout de convoquer de nombreux artistes plasticiens, musiciens ou écrivains qui développent, chacun à leur manière, une pratique de l'excès, au travers de leurs actions corporelles, leurs cris ou leurs mots.
Un excès qui n'est pas forcément synonyme d'extrême. Il se comprend d'abord comme un débordement, un dépassement. Aussi les œuvres conviées s'inscrivent-elles dans une conception expérimentale de l'art qui tend vers un hors-champ, en même temps qu'elles remettent souvent en cause les frontières entre disciplines artistiques. L'articulation des deux notions particulières que sont le champ plastique et le corps interne est au cœur de notre réflexion. Le champ plastique est en tout cas une expulsion vocale produite pour rendre manifeste le corps interne. Or, ce que nous savons pour l'instant de ce corps est qu'il s'oppose au corps visible. Tout l'enjeu est là. Comment rendre visible par la voix le corps interne, ce corps inconnu, obscur et invisible? Le champ plastique peut-il donner une visibilité auditive au corps interne? C'est autour de cette aporie initiale, la visibilité auditive, sur laquelle vient se greffer inéluctablement la question de la perception et de la représentation, que se construit cette réflexion. La voix devient lieu d'expérimentation artistique d'un corps particulier, en même temps qu'elle devient l'écho tangible d'un corps inconnu. 1. Lucas Zpira se définit comme un puzzle qu'il monte ou qu'il démonte. Il dit « Pour moi, plus qu'un acte artistique pur et simple, la modification corporelle relève du spirituel. C'est une tentative de dépasser son corps biologique. » Cyberzone numéro 3, 1997. 2. Georges Didier Huberman, Être crâne. Lieu, contact, pensée, sculpture, Paris, les éditions de Minuit, 2000, page 15. Chapitre 1er. Tintement de cloche à 10 heures, la procession commence, 2 par 2 en aube bleue, marcher sur le dallage noir et blanc, marcher et chanter à l'unisson, photographié par les touristes, toujours souple et lent marcher et psalmodier. Mélisme lourd, écoute du voisin, encens suffocant, paterne austère qui est Inca Elis. Cœur blasé et public sans doute troublé. Messe grégorienne à Notre-Dame de Paris, 2000. Entre le chant et la performance. Lors de l'action artistique, l'artiste qui utilise son corps comme médium doit réfléchir à sa position physique, son corps dans l'espace, mais aussi à sa prise de position. La posture du chanteur est primordiale dans l'exercice de son art. Il doit se tenir droit, s'enraciner dans le sol, avoir un port de tête royal. Seule une bonne position physique lui permet de faire sonner sa pleine voix. Cette stature droite s'accompagne d'une attitude mentale d'ouverture et de puissance. Le chanteur a le pouvoir de jouer avec l'émotion du public, en utilisant sa voix comme un instrument. Le performeur, lui aussi, réfléchit à sa position dans l'espace en développant un ensemble de gestes et déplacements. Mais il se positionne surtout par rapport à son époque. Comme le déclare l'anthropologue et sociologue David Le Breton, même quand le performeur ne semble parler que de son rapport au corps, il transmet presque toujours une opinion politique. Les performances sont un discours critique sur le monde, en aucun cas une pornographie, une cruauté, un masochisme, un exhibitionnisme ou une complaisance, même si elles sont d'inégale valeur. La mise en corps de l'art comme acte inscrit dans l'éphémère du moment provoque une analyse immédiate des fonctionnements sociaux, culturels ou politiques. Cette critique de la société se retrouve dans les actions, comme celle de l'actionniste viennois Hermann Nietzsche à partir des années 1960. Par ses mises en scène sadomasochistes et scatologiques, Nietzsche voulait outrepasser les interdits sociaux et religieux de son époque. Son rapport sauvage au corps lui procure un moyen de transgression. Celle-ci est nécessaire, selon lui, pour connaître toutes les pulsions que la société nous oblige à refouler. Ces œuvres ont un rôle de purgation pour le public car elles libèrent l'énergie réprimée en chacun de nous. Elles se comprennent comme un acte purificateur, à but cathartique. Le spectateur peut ressentir du dégoût et de l'horreur face à certaines actions, comme celle de Nietzsche ou d'Otto Mühl qui revendique l'obscénité d'eux, ou certaines performances extrêmes, comme celle de Ron Attet qui pratique la mutilation dans un processus d'autodestruction. Celui qui y assiste participe par procuration aux souffrances visibles des corps violentés. Est-il alors en mesure de dépasser ce ressenti pour accéder aux questionnements sociopolitiques soulevés par l'action artistique? Selon Éric Mangion, cette revendication politique par gestes performatifs radicaux semble d'ailleurs en déclin depuis les années 1970. Les grandes utopies radicales de la performance s'essoufflent peu à peu. L'actionnisme viennois perd de son énergie légendaire. Le body art s'enferme dans des postures caricaturales et ultra-symboliques,
et des personnalités aussi fortes que Vito Acconci ou Chris Burden abandonnent leurs gestes radicaux. 3. La performance actuelle a sans doute perdu ce rôle contestataire, alors qu'elle garde son caractère incisif et sa capacité à provoquer le public. La faculté propre à tout art de faire effet sur le spectateur, de susciter des pensées et des sensations, est décuplée lorsque l'artiste se produit en direct devant lui. Le chanteur et le performeur ont en commun de vouloir agir sur le spectateur-auditeur par l'intermédiaire de leur corps. Le chanteur lyrique, pour interpréter la musique, doit développer en amont un long travail corporel et une gymnastique de sa matière-voix, maîtriser finalement son corps physique. Il apprend à contrôler certaines données de son corps, telles que le diaphragme, l'abaissement du larynx, la respiration, l'ouverture du corps, la souplesse de la langue, etc. Le performeur se prépare aussi corporellement, pour être prêt au moment donné. Mais le rapport entre le spectateur et l'artiste n'est pas de même nature en chant et en performance. L'écoute de la voix peut provoquer chez l'auditeur une sensation de coupure avec le monde extérieur. Il se plonge dans la musique, comme on dit de quelqu'un qu'il est plongé dans ses pensées. Le chanteur a ainsi la capacité de replier l'auditeur sur lui-même. Dans la performance, le rapport spectateur-artiste est plus de l'ordre de la confrontation. Par son acte performatif, l'artiste cherche en effet à provoquer chez le spectateur une réaction dynamique, active. Dans ma pratique artistique, que je nomme le chant plastique, je tente de relier le chant lyrique et les arts plastiques. Le point de départ fut le cri du cœur, cahier couleur, planche I. Cette œuvre fut une sorte d'exutoire à ma vie austère de chanteuse. J'étais alors membre de la maîtrise du chœur d'adultes de musique sacrée à Notre-Dame de Paris, institution qui implique un dévouement sans bornes et un travail incessant. Le cri du cœur est une vidéo de performance vocale. Je me suis glissée dans un costume ludique et imposant, un chœur en volume de couleur rouge vif. Seul devant la caméra, j'enchaîne une série de cris chantés. Ceux-ci sont produits pour eux-mêmes, sans cause extérieure apparente. Il s'agirait donc d'un long cri intérieur, une expulsion hors de soi causée par une agitation intérieure. L'espace alentour est vide et silencieux, aucun public n'est présent. Par ailleurs, cette vidéo est une parodie burlesque des performances où l'artiste se fait physiquement mal, comme dans l'art corporel de Gina Pan. Dans son Action sentimentale 1973, elle s'enfonce des épines de rose dans le bras et s'entaille la main avec une lame de rasoir. Le thème central de son travail est, selon l'expression de Paul Arden, la violence du rapport à soi. 4. Dans le cri du cœur, je mime une perturbation et ma voix prend le caractère des émotions qui semblent me traverser. Le titre prend l'expression le cri du cœur à la lettre. Le spectateur voit à l'écran un cœur géant en train de crier. Marius Schneider dit à propos du musicien tel que le conçoit le Lishi, qu'il est un sage connaissant les sources profondes de la vie, c'est-à-dire le cœur. Lorsque le cœur, affecté par des objets, est ému, il donne une forme à ses émotions par le son. C'est des sons que la musique prend naissance, son origine est dans le cœur de l'homme. Ainsi, lorsque le cœur éprouve un sentiment de tristesse, le son qu'il émet est contracté et va en s'affaiblissant. Lorsque le cœur éprouve un sentiment de plaisir, le son qu'il émet est aisé. 5. Mes cris traduisent toute une palette de sentiments, bonheur, avoir le cœur gai, léger, agressivité, tristesse, avoir le cœur lourd, etc. Par eux, je tente d'exprimer le corps interne qui est ici symbolisé par mon costume en cœur. Cette performance n'est pas un pur défoulement vocal, même si j'improvise, mes cris sont contrôlés. Il ne s'agirait donc pas d'un cri du cœur authentique. En effet, pour Alain Marc, cet emploi métaphorique du cri humain désigne un cri mouvement intérieur de la conscience, un cri non maîtrisé, sincère. 6. La maîtrise de mes cris, qui n'est jamais totale, est rendue possible par le travail vocal que j'effectue en chant lyrique. La vision saugrenue d'un organe qui crie est une redondance voulue, jubilatoire, une doublure du son, un clin d'œil au monde du spectacle, celui des illusions. Mon cri du cœur ne serait définitivement pas sincère. Pourtant, pour expulser ce cri, je m'engage, en tant que performeuse, totalement et sincèrement dans l'action. Je vais chercher en moi une énergie, une pulsion qui semble caractériser le corps interne. L'expérience du cœur. Pour un chanteur, être membre d'un chœur représente une expérience particulière, à l'opposé de celle du soliste. Elle est vécue comme une fusion dans une collectivité qui a le même désir de servir l'œuvre musicale. Le chœur est en quelque sorte un corps,
composé de plusieurs membres unis par la voix. Les chanteurs expriment ensemble la même chose, qui est bien plus qu'une même partition. Elle est un commun accord, la réussite d'un groupe. En cela, le chœur peut être considéré comme un modèle de société, comme le formule Michel Serres. Le chœur vocal est le modèle réduit le plus satisfaisant que nous ayons du contrat social 7. La puissance du chœur, cet orchestre de voix comme aiment à le dire de nombreux chefs de chœur, tient d'abord au grand effectif exigé par certaines œuvres monumentales telles que Carmina Burana de Carlo RF ou la Messe en Si de Jean-Sébastien Bach. Le nombre de choristes, ainsi que l'éclat de l'exécution, donnent à cette masse chantante un pouvoir enivrant. Les chanteurs, entraînés par l'énergie collective, peuvent avoir le sentiment de livrer ensemble une bataille exaltante. Cette sorte d'ivresse et de démesure renvoie au caractère dionysiaque du chœur, et à la définition qu'en donne Nietzsche dans La naissance de la tragédie. Il est pour lui lié au dieu de l'ivresse, du mouvement, de la terre, mais aussi de la souffrance puisqu'il est ce martyr qui renaît sans cesse. Mais le chœur qu'il étudie concerne uniquement la tragédie antique. Par-delà ce chœur antique, nous attribuons à certains chœurs, dans le contexte de la musique classique, une part dionysiaque. Elle correspondrait à cette formidable énergie, cette pulsion enivrante de chanter ensemble, cette démesure, cette éclosion, ce grondement et gonflement sonore du chœur. Cette démesure sonore ne s'applique évidemment pas à tous les répertoires de la musique vocale. Elle demande un effectif important, comme dans les chœurs d'opéra par exemple. Choriste, je ressens lors de certains concerts cette puissance du chœur 8. Je témoignerai de 2 expériences musicales vécues dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, lorsque je faisais partie de la maîtrise. D'abord, la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, donnée à la cathédrale en mars 2001 avec l'ensemble orchestral de Paris, sous la direction de John Nelson. La ferveur spirituelle de cette messe, voulue par le compositeur, avait pour corollaire la ferveur musicale, traduite par l'engagement total des instrumentistes et des chanteurs. La direction de John Nelson était énergique. Toute mollesse d'exécution était bannie, les passages doux et tendres restaient en tension. Aucun relâchement n'était possible dans l'enchaînement des 7 parties. Même dans les moments de silence, cette tension était présente, ce qui permettait au chœur de redémarrer dans la même énergie. Cette tension collective et cette ferveur renvoient à la puissance de masse sonore et à l'enivrement dionysiaque dont nous avons parlé. L'intensité de la messe en si provient de la multitude des sentiments qui y sont exprimés consécutivement. Recueillement, espérance, jubilation, détresse. Un enivrement émerge de l'emportement des choristes dans les vocalises rapides, hosanna, et du tourbillon produit par l'effet de reprise et de réponse d'une voix à l'autre, credo ou le dona nobis pacem. Le chœur, prêt à attaquer quand le chef le lui indique, à faire masse pour exulter dans un même sentiment musical, peut être grisé par sa capacité de plonger l'auditeur dans un état particulier. Celui-ci est souvent emporté dès les premières secondes de l'exécution vocale. Il assiste à une éclosion. L'auditeur fait l'expérience de l'émergence d'un monde à partir du silence total. Ce monde musical émerge d'un fond abyssal, celui du silence imprégné des pierres de la cathédrale. Phrase aux résonances heideggeriennes. Dans Chemin qui ne mène nulle part, Martin Heidegger cherche l'origine de l'œuvre d'art et pour cela cherche l'être-œuvre de l'œuvre. Sa notion de solidité peut nous apporter un éclairage dans notre réflexion sur le chœur. Elle est l'émergence d'un monde à partir d'un fond sans fond, la terre qui ne se laisse pas dévoiler. L'œuvre ouvre un monde, l'établit sur ce fond abyssal qu'est la terre. Ainsi, d'une part l'œuvre érige un monde, d'autre part elle fait venir la terre surgit au travers du monde. Et la vérité se déploie dans ce combat entre terre et monde. La vérité s'institue dans l'œuvre. La vérité ne déploie son être que comme combat entre éclaircie et réserve, dans l'adversité du monde et de la terre neuve. L'œuvre d'art est donc lieu de dévoilement de la vérité, celui de l'ouverture de l'étang à son être 10, confère l'aletheia chez les Grecs, c'est-à-dire l'éclosion de l'étang. Si Heidegger rejette toute part de subjectivisme dans la création artistique, c'est justement qu'en tant que manifestation de la vérité, l'œuvre ouvre sur autre chose que de l'humain et se détache donc de l'artiste 11. Le chœur témoigne sans doute de cette autre chose que de l'humain. Dans le cas de la messe en si, il fait directement référence au divin. Mais peut-être est-il osé de rapprocher la philosophie de Heidegger et notre réflexion sur le chœur. Cependant,
des résonances existent entre le couple terre-monde et le faire venir de la masse sonore du cœur sur le fond de silence. Si nous pouvons parler d'émergence d'un monde, c'est que la puissance vocale semble surgir d'un degré zéro et ne pas avoir de lien avec le silence qui la précède. Pourrions-nous parler de solution de continuité? Y a-t-il rupture, coupure entre ces deux instants que sont le silence et la masse sonore? Nous répondrions d'abord de manière affirmative. Le spectateur-auditeur assiste à un jaillissement sonore, qui rompt avec le silence fébrile de l'avant-concert. La solution de continuité se comprendrait dans une conception verticale. Le moment n'est ni la conséquence de ce qui le précède, ni la cause de ce qui va suivre. Le temps est alors envisagé sous la forme de tranches verticales par un présent absolu, notion métaphysique qui inspira le compositeur Karlheinz Stockhausen. Ce présent absolu correspond bien à l'expérience du spectateur-auditeur face au cœur chantant dont nous avons parlé. Cependant, il n'y aurait pas de césure si l'on parle d'émergence à partir d'un fond abyssal. C'est bien ce à partir d'eux qui montre l'union de cet avant et de cet après. L'intensité du silence porte en elle l'intensité de la masse sonore à venir. Nous pourrions dire que ce n'est pas le silence qui met en valeur l'événement sonore, mais c'est ce dernier qui fait surgir le silence. Il est sûr que dans le cas de la messe en si à Notre-Dame de Paris, la masse chantante et orchestrale sublime le silence qui fonde la vie interne de la cathédrale. Les choristes font aussi l'expérience d'une autre puissance, celle de la communion, produite par l'osmose des voix. Cette communion vocale prend tout son sens dans le chant grégorien. Le chanteur grégorien ne se met pas en valeur, il nourrit le son de l'ensemble. Une puissance douce émerge de l'unisson, cette seule voix produite par plusieurs corps. L'art de la monodie se résume à cette parfaite entente entre les chanteurs, qui doivent émettre une seule voix homogène. Cette voix à plusieurs constitue un flux sonore régulier qui suit les accents naturels du texte. Si le rythme obéit à des lois précises sur l'intonation, c'est-à-dire la mise en valeur de certaines syllabes, il n'est pas inscrit sur la partition. Cette absence d'indication demande au chanteur une écoute d'ensemble, pour ne pas être décalé. Seul le psaume est chanté par un soliste auquel le chœur grégorien répond d'une même voix. Cette communion entre les chanteurs, illustrée par le chant grégorien mais présente dans tout ensemble vocal, suggère une idée de circulation interne au sein du chœur. Un flux sonore se propagerait d'un pupitre à l'autre. Les voix qui se répondent forment ainsi des accords, dont l'enchaînement constitue l'harmonie, au sens musical du terme. Mais au-delà de son application musicale, l'harmonie caractérise l'accord, la parfaite union entre plusieurs personnes. Les choristes sont en communion pour exprimer une même musique. L'harmonie est l'accord des membres pour faire un ensemble heureux, réussi, et la communion des membres crée une harmonie. Un réseau se tisse autour des termes accord, harmonie et communion. Ainsi, la puissance de communion peut être douce puisqu'elle renvoie à un ensemble harmonieux. Ce dernier adjectif comporte l'idée d'équilibre, de paix, d'absence d'excès et de passion violente. Mais elle n'est pas non plus synonyme d'uniformité. L'homogénéité du son ne doit pas faire perdre la spécificité, la richesse et le timbre de chaque voix. La voix étant une matière malléable, le chef doit travailler le son de l'ensemble comme une pâte à modeler, ajouter ou atténuer au cours de la pièce certaines voix pour donner plus de brillance ou de rondeur par exemple. Lors des messes grégoriennes, une autre communion particulière s'établit entre les chanteurs et ceux qui les écoutent. En effet, il ne s'agit pas d'un public réuni pour un spectacle, mais d'un peuple venu célébrer l'Eucharistie. Les chanteurs sont au service du peuple des fidèles, leur rôle est bien liturgique, liturgie signifie en latin service public. Le chant liturgique a un rôle précis d'enseignement, la musique sert le texte biblique. La sensibilité musicale permet la compréhension du texte sacré. Mais le chant n'est pas une simple amplification de la parole. Le plaisir d'entendre chanter est indépendant du vers, comme le prouve le mélisme 12 dans un Alléluia grégorien par exemple. L'esthétique est au service du sacré, elle agit comme une sorte de propédeutique. Plus précisément, la beauté de la musique doit faire entrevoir la beauté de l'au-delà. Pour la religion catholique, la musique est un vecteur d'immersion dans la vérité liturgique, puisque le son pénètre le corps, l'envahit. Lors des processions ouvrant et clôturant la messe grégorienne, où nous avancions d'un pas lent et régulier sur le dallage noir et blanc, la communion avec l'assemblée des fidèles à l'écoute était intense.
Entre chanteurs, la communion était d'ordre musical, celle de nos voix dans la monodie. 2 par 2 en aube bleue, photographiés par les touristes, il fallait marcher et chanter à l'unisson, se fondre avec les autres. Être au sein d'un chœur, c'est participer collectivement à l'expression unique d'un corps musical. 1. David Le Breton, Lucas Z. Pira ou le hacké corporel, in Lucas Z. Pira, Onanisme Manu Militari 2, hors édition 2005. 2. Automule annonce en 1962 que sadisme, agression, perversité, avarice, charlatanerie, obscénité, esthétique de la merde sont des moyens de lutte exemplaires contre le conformisme, le matérialisme et la stupidité. Cité par Konrad Oberhuber dans Wiener Aktionismus, Wien Viennaise Aktionism, Vienne, 1960 à 1971, ouvrage collectif, Klagenfurt, Ritter Verlag, 1989, page 18. 3. Éric Mangion, La finition fétichisante de la performance, Art Press 2, numéro 7, Performance contemporaine, novembre-janvier 2008, page 64. 4. Paul Arden, L'image corps, figure de l'humain dans l'art du XX siècle, Paris, édition du Regard, 2001, page 203. 5. Marius Schneider, Musique, mythologie, rite, Histoire de la musique, tome 1, Paris Gallimard, 1981, page 211. Le Li Shi est l'un des 3 ouvrages sur les cérémonies en Chine, datant de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un mémoire sur les bienséances et les cérémonies traditionnelles. 6. Alain Marc, Écrire le cri, Orléans, l'Écarlate, 2000, page 40. 7. Michel Serres, Comment l'entendez-vous? Émission avec Claude Maupomé, France Musique, 28 mars 1981. 8. J'ai chanté dans différents chœurs au pupitre d'alto. Le chœur de Notre-Dame de Paris, le chœur Britton direction Nicole Corti, le chœur de l'Orchestre de Paris direction Geoffroy Jourdain et Didier Bouture, les Cris de Paris direction Geoffroy Jourdain. 9. Martin Heidegger, L'origine de l'œuvre d'art, Un chemin qui ne mène nulle part, Paris Gallimard, collection Tell, 1962, page 70. 10. Selon Heidegger, l'étant est la chose qui est ceci ou cela, la présence, et l'être est ce d'où provient cette chose qui est ceci ou cela, le rien d'où provient tout étant. 11. L'œuvre d'art n'exprime pas la subjectivité de l'artiste, mais au contraire l'être, qui n'est pas l'homme mais ce devant quoi le Dasein se tient. Phrase extraite d'un cours rédigé par Jacques Dariula, professeur à Paris 4, est disponible sur le site www.jdariula.net/Heidegger-Fermant. 12. Une seule syllabe est prolongée sur plusieurs notes. Cette ornementation aboutira à la vocalise italienne. Chapitre 2, Le corps interne, entre science et érotisme. Chantez pour vous, soyez égoïste, chantez de l'intérieur. Si le son résonne en vous, alors il résonnera pour les autres. Pourquoi donner une voix? On a une voix. Tirez la voix vers vous, ne la projetez pas. Cherchez une ouverture intérieure totale, glissez dedans. Faites-vous plaisir. Cours de chant à Notre-Dame de Paris, 2000. Le corps interne, qui est d'abord un pressentiment, ne pourrait s'exprimer qu'au travers de la voix. Et si le verbe exprimer désigne l'action de presser quelque chose pour en faire dégorger ce qui se trouve à l'intérieur, il signifie aussi, selon Anne Souriau, le fait de manifester par des faits matériels, sensibles, perceptibles de l'extérieur ce qui appartient à la vie intérieure, c'est-à-dire psychique. 1. Les expressions du corps interne correspondraient aux diverses productions sonores sortant de l'orifice buccal, manifestations vocales résultant d'une activité intérieure, d'une mobilisation corporelle du chanteur ou du performeur. Ainsi ne se résumerait-elle pas au chant, mais engloberait-elle les divers bruits buccaux et autres rugissements ou cris. Le corps interne, cet espace organique et non visible, relie les 2 pratiques artistiques que sont le chant et la performance vocale. La voix comme matériau plastique. Même si la voix n'est pas une matière palpable et visible, elle est cependant plastique au sens premier du terme, c'est-à-dire élastique et malléable. De fait, le chant le prouve, la voix doit être assouplie, agrandie, épanouie, travaillée. Le cours de chant s'apparente à un travail de laboratoire fastidieux où l'on cherche à maîtriser sa voix naturelle pour en faire un instrument artistique, la voix lyrique. C'est aussi et surtout dans une conception plus générale du corps comme matériau plastique, la voix n'étant que le produit d'une activité corporelle,
que l'épanouissement vocal peut se réaliser. Ainsi, le professeur de chant fait prendre conscience à l'élève de la plasticité de son corps. Ce dernier est une matière souple à sa disposition. Il faut tester son corps dans l'espace pour trouver la position où la voix va sonner. Le chanteur doit travailler son axe, cette stature nécessaire à la plénitude de sa voix. Il apprivoise son corps interne, qui correspond ici à sa constitution morphologique. Les traités de chant, développant chacun une méthode et une technique particulières, sont souvent accompagnés de croquis anatomiques, du système respiratoire et phonatoire en particulier. Plus encore, des exercices de musculation sont proposés ainsi que des conseils d'hygiène de vie. Certaines expressions linguistiques utilisées couramment lors des cours de chant et dont l'élève comprend la signification, peuvent paraître obscures pour un non-initié comme celle-ci: soulever le voile du palais, respirer par le ventre, baisser le larynx, ouvrir le dos, etc. L'apprentissage vocal passe d'abord par celui de sensations physiques précises et par un travail de direction de son corps. Ces exercices permettent de prendre conscience de certaines zones du corps auxquelles nous ne pensons pas généralement et de les isoler, comme le diaphragme, la glotte ou le périnée, cette zone essentielle dans sa contraction et sa relâche pour le soutien du son. La partie du corps interne la plus convoquée en chant n'est-elle cependant pas le cerveau, à travers la prise de conscience corporelle, le travail du langage et l'émotion musicale? Mais surtout, l'imaginaire est primordial. Le chanteur doit se donner des images, des scènes inventées. Il peut imaginer qu'il est en train de tirer du linge mouillé, ce qui donnera du poids et du liant à sa voix, ou penser à quelque chose en particulier qui le plongera dans une certaine humeur. Il doit aussi se représenter son activité corporelle. Au-delà de connaissances anatomiques, il peut recréer mentalement son corps interne pour ressentir ce qui se passe en lui. Cette récréation de son intracorpus correspond à une visualisation de son corps organique, selon son imaginaire. Le chanteur peut se considérer parfois comme un étranger qu'il doit guider, emmener là où il veut. Béatrice Gosset, professeure de chant à l'école Notre-Dame, conseillait à ses élèves d'avoir confiance en soi-même qui est un autre. Le chanteur peut être désarçonné par la réaction de cet autre en soi, qui s'exprime et n'obéit pas toujours à sa volonté. Cette séparation est sensible dans l'écoute musicale, comme l'exprime François Bell, paraphrasant Roland Barthes. Le plaisir de la musique, c'est ce moment où mon corps va suivre ses propres idées, car mon corps n'a pas les mêmes idées que moi. Ainsi, cet autre en soi en chant est plus proche de l'autonomie du corps physique invoquée par Barthes que du travail d'exil de l'analysant lors de sa cure psychanalytique, l'exil du sujet devenant étranger à lui-même. Le psychanalyste Juan David Nasio l'exprime ainsi: la psychanalyse viserait à créer les conditions pour que le sujet rencontre comme venant du dehors, étranger à lui-même, la chose la plus intime de son être d'eux. La quête du corps interne, au-delà d'une introspection narcissique et d'une auto-analyse, découle d'une ouverture faite à un corps inconnu, autre que soi-même, une zone obscure qui pourrait cependant être exprimée vocalement en dehors des mots. Certains artistes ont représenté le corps interne, pris au sens anatomique, organique, de manière subjective, en se détachant de toute exactitude anatomique. C'est le cas de l'artiste brute Katharina, née en Autriche vers 1910, qui fut internée à l'âge de 50 ans en hôpital psychiatrique. Pendant des phases d'excitation schizophrénique ou de poussées hallucinatoires, elle exécutait de grands dessins que les médecins lui retiraient avant qu'elle ne les détruise. Ces dessins anatomiques représentaient le corps interne qu'elle annotait. Ces annotations désignaient la fonction des différents organes: Verstand, entendement, Gottesgesetz, loi de Dieu, geste, création, Bestrieb, instinct d'amour féminin, Wort, parole, Vermehrergulierungsrue, glande régulatrice de la chaleur. Katharina, sans titre SD, mine de plomb et crayon de couleur sur papier. 126 par 90 cm. Photographie Claude Bornand. Copyright reproduit avec l'aimable autorisation de la collection de l'art brut, Lausanne. Ce mélange singulier de termes que rien ne rapproche a priori, désigne les organes comme des espaces d'entrecroisement de la physiologie et des passions. Katharina localise ses passions par un découpage linguistique du corps, en dehors de toute objectivité scientifique, mais avec une connaissance anatomique. Ce corps interne n'est plus ce corps froid, matériel, détaché du corps de chair. Car selon Michel Thévault, les passions s'inscrivent dans la chair et c'est le langage qui, en nommant les organes comme passions,
transforme le corps en chair. Chez Katharina, la feuille comme surface libidinale et le corps comme espace d'inscription se rejoignent et s'indissocient dans l'unité d'un plan endoscopique, sans repli ni revers, texte corporel ou lettres de chair ayant enfin trouvé leur alphabet 3. Les arts plastiques mettent en jeu des matériaux malléables auxquels le plasticien va donner une forme. En effet, le terme plastique désigne habituellement ce qui est relatif à l'art de donner une forme à des substances solides. Selon cette définition, le chant, qui utilise un matériau invisible, échapperait au domaine des arts plastiques. Pourtant, le chant est bien l'art de modeler sa voix. De nombreux plasticiens, et surtout les poètes sonores 4, utilisent la voix comme un matériau. Ces derniers mettent en avant l'aspect phonétique de la parole, aux dépens de sa valeur sémantique et syntaxique. Ils créent des vers sans mots, et insistent sur la malléabilité de la voix. Les poèmes sonores doivent être lus à voix haute et constituer une véritable expérience sensorielle. À propos d'un texte qu'il récite en langue étrangère, Jean-Jacques Lebel écrit « Il devient alors poésie sonore dont le sens est perdu, mais dont on peut très bien entendre les rythmes, les timbres, le phrasé, et alors il ne s'agit plus de recevoir et de comprendre le contenu d'un message, mais de vivre une expérience sensorielle, de faire une promenade hors grammaire et même hors littérature 5. Il confère ainsi une certaine autonomie à la voix qui n'est plus prisonnière du langage, d'un contenu sémantique. Le signifiant l'emporte sur le signifié, et il y aurait du plaisir à se confronter aux sonorités mêmes. Le texte en langue étrangère oblige l'auditeur à en percevoir la mélodie, le rythme. La vidéo de Thierry Auger-Dab, le Bushman, réalisée au Botswana en mars 2001 et diffusée en avril 2002 sur la chaîne Arte dans le magazine de création d'Inart, La Nuit 6, met en scène Dab, un Bushman, un homme des terres désertiques. Celui-ci raconte en botswanais, en s'adressant à la caméra, comment il chasse le fourmilier, et cette explication n'est pas sous-titrée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.